Une fois par mois, je vais vous présenter un film, un grand classique du cinéma, et vous aurez la possibilité d'emprunter gratuitement le DVD à l'ESG et le regarder autant de fois que vous voudrez. Nous allons commencer cette année avec La Ruée vers l'or, réalisée par Charles Chaplin en 1925. Chaplin, né en 1889, a commencé comme comédien de théâtre avant de démarrer dans le cinéma en 1913 pour les studios Keystone aux États-Unis. De 1914 à 1925, pour différents studios dont Keystone et First National, il va jouer dans 69 courts-métrages burlesques et en réaliser 54. En 1921, il se lance dans la réalisation de longs métrages avec Le Kid, moyen métrage plus précisément puisque Le Kid fait 50 minutes. Puis en 1923, il tourne L'Opinion publique, qui est son premier long métrage réalisé sous la direction de sa maison de production United Artists qu'il a monté avec Douglas Fairbanks, Mary Pickford et David Griffiths en 1919. Dans ses courts-métrages et dans Le Kid, Chaplin a immortalisé le personnage du vagabond, personnage hérité de ses années de burlesque au studio Keystone avec Mack Sennett. Le personnage du vagabond est un personnage type du slapstick, c'est-à-dire un être qui, à l'instar de Buster, interprété par Buster Keaton, ou d'Harold Lloyd, subit une tonne d'avanies de préférences physiques, à partir desquelles naît le burlesque, donc le rire. En 1923, Chaplin a tenté une incursion audacieuse hors du burlesque avec L'Opinion publique. Or, le public ne l'a pas suivi, l'opinion publique était contre lui pour l'opinion publique. En 1925, c'est donc un retour aux sources qu'opère Chaplin avec La Ruée vers l'or. Il retrouve son personnage du vagabond, en fait le personnage principal d'un premier vrai long métrage, puisque Le Kid n'était qu'un moyen métrage, et son film très certainement le plus ambitieux à ce stade de sa carrière. Inspiré par l'épopée tragique des pionniers qui étaient venus chercher de l'or dans les montagnes du Klondike au XIXe siècle, et qui avaient fini par s'entre-dévorer, tiraillés par la faim, Charlie Chaplin commence le tournage de La Ruée vers l'or en décembre 1923. Sans être aussi tragique que l'épopée des pionniers, le tournage sera épique et va durer 18 mois. Pour commencer, Chaplin fait ce que personne n'avait jamais fait auparavant, surtout pour un film comique. Il réunit 2500 figurants à 3000 mètres d'altitude pour ce plan que vous verrez au début du film, où la colonne des chercheurs d'or monte en haut de la montagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sentier a été réellement creusé par l'équipe de tournage. Ce sentier fait 700 mètres et les 2500 figurants que l'on voit là sont 2500 vagabonds de Los Angeles qui ont pris le train jusqu'à 15 km du tournage et qui ensuite ont fait les 15 derniers kilomètres au milieu de la forêt dans un sentier creusé par l'équipe du tournage pour arriver sur le plateau et ensuite grimpent les uns à la suite des autres le long de ce sentier. Chaplin a non seulement été le grand directeur de cette séquence, mais il s'est, à l'occasion, mêlé aux figurants pour les remotiver et pour qu'ainsi le plus célèbre des vagabonds soit à leur côté dans cette épopée. Le reste du tournage se fera de manière plus conventionnelle, en studio, à Hollywood. 18 mois de tournage pour un film, c'est énorme. 1 million de dollars de budget, même si on est très très loin des 3,9 millions de dollars du baigneur de Cecil B. DeMille, c'est quand même considérable pour un film comique. Qu'importe, Chaplin est son propre producteur, il ne regarde pas à la dépense, il veut réaliser son film idéal, le mélange rêvé entre le burlesque de ses débuts et le mélo de l'opinion publique. Pour réussir ça, il va chercher son vieux complice des années Keystone, Max Wayne, qui joue dans le film le rôle de Big Jim, ce personnage énorme, Max Wayne fait plus de 120 kilos, qui au fond est une bonne patte et finit par aider le vagabond dans sa quête d'or. Le personnage féminin, lui, Chaplin le destinait à Lita Grey. Lita Grey, c'était une très très jeune actrice qu'il avait remarquée dans Le Kid et il voulait absolument lui donner le personnage principal féminin de La Ruée vers l'or. Hélas, il va tellement tomber amoureux d'elle qu'elle va tomber enceinte, qu'ils vont se marier en catastrophe au Mexique juste avant le tournage. Il a 35 ans, elle a 16 ans. Ça va faire toute une histoire, un scandale énorme. Toujours est-il que pour le tournage, Lita Grey n'est pas en état de tourner La Ruée vers l'or. Elle est donc remplacée par Georgia Hale. Le tournage est épique. Chaplin n'hésite pas à faire refaire la même scène 60, 70 fois. Au dire de Georgia Hale, il fait même refaire une scène 100 fois à ses comédiens. Le tournage s'achève enfin le 21 mai 1925
et un mois plus tard, c'est la grande première sur Hollywood Boulevard, au Grauman's Egyptian Theatre, construit 3 ans plus tôt par Sid Grauman. Pour cette grande première, le tout Hollywood est là, et surtout Sid Grauman a prévu un spectacle éblouissant, des danseurs, des patineurs sur glace, même un banc de phoques sont présents sur scène avant la projection du film. La projection ensuite a lieu et c'est un triomphe. Tout Hollywood acclame debout Chaplin qui a gagné ses galons de grand réalisateur. Le film sera en plus un énorme succès en salle et Chaplin en profitera aussi pour en faire un énorme succès de disques vendus puisque dans les salles qui diffuseront La Ruée vers l'or, il vend le disque de 2 morceaux qu'il a composés pour le film puisque à l'époque, vous le savez, les films étaient accompagnés en direct par les orchestres, sauf 2 morceaux que Chaplin avait enregistrés auparavant. Pourquoi donc La Ruée vers l'or a-t-elle eu autant de succès et pourquoi La Ruée vers l'or a toujours autant de succès aujourd'hui et est un classique du cinéma? Sans doute parce que tout Chaplin est là. Déjà la vie de Chaplin est là, ou en tout cas la carrière de Chaplin avant La Ruée vers l'or. Le film est en effet construit comme le début de la carrière de Chaplin. Les 20 premières minutes, comme le Kid, sont essentiellement burlesques. Et là, le personnage réussit. Dans la deuxième partie, au bout de 20 minutes, le vagabond retourne au camp de base, on entre dans une partie ouvertement mélo du film, et là, le personnage subit un cruel échec avec le personnage féminin. Ensuite, Max Wayne le retrouve, ils partent tous les deux à nouveau dans la montagne, il y a cette séquence inoubliable de la cabane penchée au bord du précipice, et là, c'est ainsi, en retournant au burlesque, que le vagabond trouve la réussite et la richesse, et de même, c'est en retournant au burlesque que Chaplin trouve enfin la gloire et la réussite comme réalisateur, parce que comme acteur, il était déjà très connu. En outre, la plupart des thèmes évoqués dans La Ruée vers l'or vont être ensuite des thèmes récurrents chez Chaplin. Le jeu des apparences, tout d'abord. Le jeu des apparences qui est tout le temps présent dans le film. Chaplin est pris pour un poulet par Max Wayne. Il prend Max Wayne pour un ours à cause de son manteau de fourrure. Ensuite, lorsqu'il est avec le personnage féminin ne le voit pas au début. Elle sourit à un homme derrière lui et Chaplin croit qu'elle lui sourit à lui. Et ainsi, le jeu des apparences est continuellement présent. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est que Chaplin invente, avec La Ruée vers l'or, un nouveau style de burlesque, un burlesque émouvant, un burlesque poétique. Beaucoup plus poétique que Buster Keaton, beaucoup moins burlesque, diront les fans de Buster, bien entendu, mais beaucoup plus poétique, n'empêche, que Buster Keaton, avec notamment cette danse des petits pains, cette fameuse danse des petits pains, inoubliable, qui, c'est d'ailleurs intéressant de le remarquer, Chaplin a piqué cette séquence à Buster Keaton et Roscoe Arbuckle, puisque Fatty Arbuckle et Buster Keaton, dans Fatty chez lui en 1917, avaient tourné une séquence analogue. Entre burlesques, on se pique parfois des séquences, et la séquence des petits pains a ensuite été reprise de nombreuses fois au cinéma, les 3 plus récentes étant dans le Chaplin de Richard Attenborough, bien entendu, où Robert Downey Jr., qui joue Chaplin, rejoue la danse des petits pains en face de Edgar Hoover, dans Benny and June avec Johnny Depp, où Johnny Depp rejoue la danse des petits pains. Chose intéressante, c'est que le personnage de Johnny Depp dans le film est fan de Buster Keaton et pas forcément de Chaplin. Et dans La clinique de l'amour de Artus de Penguern, où le personnage fait plusieurs références très très nettes à La Ruée vers l'or, non seulement la danse des petits pains, mais également le moment où il mange la chaussure et la référence à l'ours que l'on voit plusieurs fois dans La Ruée vers l'or et qui est l'un des personnages presque essentiels de La clinique de l'amour. La séquence des petits pains, la séquence de la cabane penchée, la séquence de l'ours, tellement de séquences inoubliables, tellement de séquences désormais classiques. Il faut avoir vu La Ruée vers l'or. Regardez La Ruée vers l'or, que vous n'aimiez ou que vous n'aimiez pas, je ne vais pas dire on s'en fiche, mais presque, il faut avoir vu La Ruée vers l'or. Surtout dans La Ruée vers l'or, Chaplin met en place un procédé qu'il va utiliser tout le reste de sa carrière et qui sera même le procédé de base de tous les burlesques suivants, qui est le procédé du décalage complet du personnage avec l'environnement dans lequel il est. Oui, c'est un procédé de base du burlesque, mais Chaplin le pousse à sa perfection puisque le personnage est constamment en décalage avec le monde qui l'entoure. Au début, alors qu'il est un vagabond dans la plus extrême misère,
Le personnage du vagabond dans La Ruée vers l'or a des allures de dandy, a des manières de dandy. Lorsqu'il mange les spaghettis, enfin lorsqu'il mange les lacets de sa chaussure, il les mange comme un dandy dégusterait des spaghettis. Et pourtant, lorsque plus tard il est devenu un richissime millionnaire et qu'il est sur le pont du paquebot qui l'emmène vers un avenir radieux, il ne peut s'empêcher de ramasser un morceau de cigare pour le porter à sa bouche, gardant là ses allures de vagabond. Ce décalage quasi enfantin entre un personnage de vagabond et un personnage aux allures presque aristocratiques, Chaplin l'a emprunté à son grand maître, et son grand maître est français, Cocorico, Max Linder. Max Linder, mort en 1925, était un immense réalisateur et comédien burlesque français qui, à travers certains de ses films, il faut aller voir des films de Max Linder, découvrez Les Trois Mousquetaires, Étroit comme étroitesse et 7 ans de malheur, et vous découvrirez que Max Linder avait déjà posé à cette époque-là les bases de l'humour chaplinesque. Chaplin le reconnaissait lui-même, et Chaplin était plutôt avare de compliments envers les autres. La Ruée vers l'or aura eu tellement de succès en 1925 que Chaplin décide de ressortir le film en 1942. En 1942, Le Parlant est déjà là depuis une dizaine d'années, et Chaplin décide d'intégrer au film non seulement une voix off qui, de vous à moi, n'apporte pas grand-chose, c'est d'ailleurs cette version de 1942 que vous découvrirez sur le DVD, mais surtout une musique originale que Chaplin a composée lui-même alors qu'il ne lit pas le solfège, et qui est une musique merveilleuse, une musique formidable, une musique qui colle parfaitement aux images. La musique que Chaplin avait imaginée pour son film, il l'a composée, elle est là dans cette version de 1942. Donc qu'importe que la voix off soit redondante, profitez de cette version de 1942 et de cette musique qui est désormais une musique classique du burlesque américain et du cinéma en règle générale. Cette musique fut tellement reconnue comme formidable dès la ressortie du film en 1942 qu'elle a été nommée aux Oscars 1943, c'est-à-dire 18 ans après la première sortie du film, et Chaplin pourtant n'a pas été nommé pour l'Oscar de la meilleure musique, puisque c'est Max Terre, qui était le directeur musical de La Ruée vers l'or, qui a été nommé aux Oscars, qui ne l'a pas eu en plus, ce qui est quand même une injustice totale lorsqu'on entend la musique de La Ruée vers l'or. Cette ressortie en 1942, Chaplin la dédia à Alexander Woollcott en remerciement de ses éloges passés. Alexander Woollcott est un très très grand critique américain, un critique du New Yorker, qui était membre du fameux cercle algonquin, qui était une réunion d'intellectuels américains, d'intellectuels plutôt new-yorkais, plutôt de gauche, et Woollcott avait fait une critique dithyrambique de La Ruée vers l'or lors de sa sortie en 1925, et Chaplin le remerciait là en 1942 de son soutien passé. On peut remarquer une petite erreur dans la version de 1942. En effet, au générique, comme dans la voix off, le personnage du méchant est présenté comme s'appelant Black Larson. Or, ceux d'entre vous qui auront pris la peine de regarder le film, et je vous en félicite, n'auront pas manqué de remarquer que lorsque Black Larson regarde l'avis de recherche le concernant, et bien sur l'avis de recherche, il y a marqué Black Larson avec un E et non pas Black Larson comme indiqué au générique. Et oui, même Chaplin fait des erreurs, même les grands génies font des erreurs. Après La Ruée vers l'or, la carrière de Chaplin sera encore jalonnée de succès. Le cirque en 1928, Les Lumières de la ville en 1931, Les temps modernes en 1936 et Le dictateur en 1940 seront d'énormes succès. Le dictateur qui sera d'ailleurs le chant du cygne du personnage du vagabond. Certes, les puristes pourront dire le personnage du dictateur n'est pas vagabond, il a trouvé un métier, il est barbier. Certes, mais il n'empêche qu'il s'agit là des réminiscences de son personnage du vagabond et toute la psychologie du personnage est là. Ce sera donc le chant du cygne du personnage puisque, à partir du film suivant, Monsieur Verdoux, en 1947, le vagabond n'existe plus. Les Feux de la Rampe en 1952, puis Un roi à New York en 1957 et La comtesse de Hong Kong en 1967 confirmeront cet état de fait. Chaplin n'est plus Charlot. Il y a une autre rupture, et une rupture peut-être encore plus importante dans la vie de Chaplin, c'est sa rupture avec les États-Unis. À partir de 1952, il est interdit de séjour aux États-Unis. Il ne peut plus revenir aux États-Unis. Pourquoi ? D'abord parce que les États-Unis puritains se sont
Lassé de ses frasques sentimentales, Chaplin a toujours aimé les très jeunes femmes. Il s'est marié 4 fois avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui. Et puis, surtout, la politique. On est après la guerre, les États-Unis, tout ce qui est à gauche sent le soufre là-bas, et Chaplin s'est toujours revendiqué citoyen du monde, homme de gauche, et donc le sénateur McCarthy, on est en pleine époque du McCarthyisme, lui interdit purement et simplement de revenir aux États-Unis alors qu'il est en voyage promotionnel à Londres pour promouvoir les Feux de la Rampe. Qu'importe, Chaplin choisit à ce moment-là de s'exiler et il part s'installer avec toute sa famille, Oona O'Neill et ses enfants, à Vevey, en Suisse, où il finira ses jours en 1977. On y reviendra un petit peu plus tard. À partir de 1952, Chaplin fait donc moins de cinéma. Il ne tournera plus que Un roi à New York et La comtesse de Hong Kong en 1957 et 1967. Il est pourtant toujours très présent dans les mémoires. En 1954, juste après l'appel de l'abbé Pierre, il donne 2 millions de francs à Emmaüs, tout en précisant « Je ne les donne pas, je les rends, car ils appartiennent aux vagabonds que j'ai interprétés pendant des années ». En 1958, les États-Unis poursuivent leur déclaration de guerre envers Charlie Chaplin en supprimant du Walk of Fame à Hollywood son étoile. Il faudra attendre 1972 et un changement progressif de politique aux États-Unis pour que, enfin, Chaplin soit reconnu à sa juste valeur. En 1972, il est autorisé à revenir. Il reçoit un Oscar d'honneur en 1972 et quelques semaines avant, son étoile est replacée au Walk of Fame, là où elle n'aurait jamais dû cesser d'être, lui qui reste pour toujours, et vous pourrez le découvrir en revoyant ou en voyant La Ruée vers l'or, l'une des plus grandes étoiles du cinéma mondial. Thank you.